Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais. Aujourd'hui, on est avec Alexandra Caraz-Cézéli, qui est la fondatrice de l'équipe des Lyonnes. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes préférées. Et maintenant, c'est l'interview. Bonjour Alexandra. Bonjour Robin. Bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, entre podcasteurs, c'est exactement. un plaisir. Déjà, on va commencer par le lieu. Pourquoi tu as choisi ce lieu pour avoir ce podcast avec nous ? Alors écoute, de façon assez naturelle et évidente, quand tu m'as dit qu'il fallait un lieu extérieur, j'ai tout de suite pensé à l'Hôtel Dieu. Évidemment, pour moi, c'est un lieu qui représente tellement Lyon, c'est le cœur de Lyon et c'est toute la tradition humaniste de soins, de solidarité de Lyon. Et aussi, petit clin d'œil aux femmes, puisqu'il y avait toute une tradition des sœurs hospitalières, tu sais, à l'Hôtel Dieu. Et donc finalement, les sœurs, d'ailleurs, c'était pas forcément que des religieuses, il y avait aussi des femmes dont on dirait aujourd'hui qu'elles sont de la société civile, qui venaient aider, s'occuper des plus démunis, des femmes dans le besoin, etc., des nécessiteux. Et donc il y a il y a un héritage ici patrimonial, matrimonial presque. Et en fait, voilà, pour moi, ça représente Lyon. Et je trouve qu'il y a ce côté fantastique à Lyon. C'est qu'on a l'impression qu'on marche dans l'histoire, dans plein d'endroits. Et l'Hôtel Dieu, qui est accessible à tous, en fait partie. Donc pour moi, ça a ce petit côté magique qui était assez évident. Ok, et tu connais bien alors l'Hôtel Dieu, tu passes beaucoup de temps a priori, j'ai l'impression que tu connais un peu de monde ici, c'est peut-être pour ça que tu J'ai mes petites habitudes, oui. J'ai le plaisir en fait depuis que j'ai initié cette fabuleuse aventure de l'équipe des Lyonnes d'avoir rencontré plein de femmes et d'hommes aussi incroyables, mais en particulier beaucoup de gens dans les équipes de l'Intercontinental à Lyon, et donc j'aime beaucoup aller au Dôme qui a la particularité d'être ouvert à tous les Lyonnais. Tu n'es pas obligé de consommer pour aller visiter le Dôme, et d'ailleurs il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore venus voir depuis la rénovation du lieu. Je les invite à venir parce que l'endroit est absolument magique, hors du temps, suspendu. Et donc moi j'adore aller prendre un café dans le Dôme ou tout simplement flâner ici dans les jardins, dans le petit cloître comme on est aujourd'hui. Ok, trop bien. Donc tu nous parles de l'équipe des Lyonnes et tu nous parles de podcast. Toi, tu as lancé ce podcast avec l'équipe des Lyonnes. Pourquoi tu as voulu lancer un podcast ? J'ai lancé un podcast parce qu'on était à l'époque en plein confinement, déconfinement, reconfinement, c'est plus on était en plein Covid. Et en fait, j'ai lancé le podcast parce que c'est la première initiative qui m'est venue très concrète quand j'ai lancé l'équipe des Lyonnes. Donc j'ai lancé l'équipe des Lyonnes il y a 4 ans en réalité, c'est un réseau nouvelle génération. L'idée c'était de parler de féminisme mais autrement. Donc tout de suite, je te rassure, c'est un féminisme qui n'en veut pas aux hommes. C'est un féminisme qui fait la promotion, en tout cas, de la cause des femmes. Simplement, leur place, toute leur place, juste leur place, mais leur place. Et puis, quand j'ai initié un peu ce projet, ce concept, la première initiative qui m'est venue, puisqu'on pouvait pas faire grand-chose à l'époque, c'est de me dire, tiens, moi, qu'est-ce qui m'aurait été utile plus jeune, quand j'ai débuté ma carrière professionnelle ? J'aurais aimé pouvoir parler à des femmes, à ce qu'on appelle des rôles modèles, des femmes qui sont soit dans le secteur d'activité dont je rêvais, soit d'autres secteurs d'activité, pour échanger avec elles sur leur parcours, qu'est-ce qu'elles ont fait, pourquoi elles l'ont fait, comment elles l'ont fait, qu'est-ce qui a été difficile, et comment surtout elles ont surmonté les passages difficiles. Donc je me suis retournée vers 4 premières femmes qui moi m'inspirait, dont évidemment, puisqu'on est à l'Hôtel Dieu, la directrice générale de l'Intercontinental, Madeleine Verwoerd, qui est une franco-hollandaise. Et moi, cette femme, je la connaissais pas directement, mais je l'avais aperçue dans des rendez-vous professionnels. Je trouvais que c'était assez incroyable de venir ouvrir comme ça un hôtel dans une ville, construire de toutes pièces un réseau. J'imaginais déjà les barrières et les difficultés. Donc voilà, je suis allée je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast, je vais aller me questionner le parcours des femmes, leur notion d'engagement dans la société, dans la place publique. Et donc j'ai appelé un ami qui est producteur audiovisuel, et je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée de podcast, je ne sais pas du tout comment faire. J'ai un iPad, il m'a dit, achète un micro, c'est peut-être mieux déjà. Ouais. Et donc voilà, l'aventure est partie comme ça, et donc je suis allée interviewer Madeleine Verwoerd, Marie-Sophie Obama de l'Asvel, mais aussi qu'est-ce que j'ai fait en premier,
rencontré Olivia Cuir, qui a fondé Esprit d'Essence et surtout un concept qui s'appelle Sensité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui pense la ville dans le paysage urbain, donc ça c'était intéressant. Et puis la maire de Sainte-Foy-les-Lyons, MAIRE, de Sainte-Foy-les-Lyons, Véronique Sarcelli, qui effectivement est une femme engagée en politique et que j'avais eu l'occasion de voir dans des réunions publiques, souvent dans des univers très masculins, affirmer ses idées avec beaucoup de force, mais en même temps sans animosité, sans que ce soit excessif. Donc ces femmes, j'allais les interroger et en fait le concept du Café des Lyonnes est né comme ça et le succès a été quasiment immédiat puisqu'on a eu tout de suite entre 2000 et 15 000 vues par podcast alors que à l'époque moi, j'avais un tout petit réseau et que personne ne connaissait l'aventure des Lyonnes, donc ça a résonné et depuis ça n'en départit plus puisqu'on en est à notre 155e ou 156e épisode en 4 ans. Donc est-ce que tu as des anecdotes à nous donner ou des personnalités qui t'ont frappé un petit peu sur ces 155? J'imagine qu'il y en a plein, mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que l'exercice est hyper nourrissant. On en parlait juste avant de démarrer ce podcast. Tu sais jamais vraiment ce que va donner ton interview. Et moi, j'ai trouvé que l'exercice était très gratifiant, très nourrissant, parce que quand tu prends le temps d'échanger avec les gens et de les questionner sur les ressorts de leur engagement ou les ressorts de leur action, en fait, tu découvres des pépites et tu as le temps de rentrer en profondeur dans les histoires. Donc, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et moi, j'ai adoré tous mes rendez-vous, évidemment. C'est difficile d'en citer un ou deux. Par contre, je me suis très vite rendu compte que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours des femmes. C'est pas la notion de la réussite. Tu sais, on regarde toujours les gens en se disant, tiens, on définit pourquoi ils ont réussi ou pas leur vie. Mais on regarde jamais le parcours de ce qu'ils ont accompli pour y arriver. Moi, c'est plutôt cette dimension-là qui m'intéresse, le parcours, pourquoi on a fait ces choix et comment on est arrivé, soit parce qu'on était dans une continuité, soit parce que parfois on est dans des ruptures qui peuvent être assez violentes dans l'histoire de certaines femmes. Donc ça, c'est ça qui m'intéressait. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, ça m'échappe. J'ai perdu le fil de mon truc. Dis-moi, pardon. Non, ce qui m'intéressait, c'est donc leur parcours et je me suis rendu compte très rapidement que finalement, moi, j'allais vers des femmes qui étaient des personnalités connues de la place lyonnaise et les téléspectatrices m'ont renvoyé le fait qu'elles avaient aussi besoin de modèles beaucoup plus à proximité d'elles. Et donc, j'ai pris beaucoup de soin à réfléchir et à ajuster mes profils. Et donc, aujourd'hui, j'interviewe vraiment des femmes qui ont des profils tout à fait différents, des parcours qui n'ont rien à voir et des femmes qui sont aussi bien, je sais pas moi, aide ménagère, assistante sociale, manager, que des femmes qui ont des parcours peut-être plus présents ou plus visibles dans l'espace public. Et c'est cette diversité qui fait la richesse, je pense, du Café des Lyonnes et qui fait que les femmes se retrouvent dans ces rôles modèles. Quel conseil tu me donnerais pour un podcast, vu que toi, tu en as déjà 150, plus de 150? Le conseil, c'est qu'il faut le faire par passion, en fait. Il faut que le fil rouge, ce soit ton moteur et que tu sois passionné. Si tu le fais parce que c'est la mode de faire des podcasts, ça marchera pas. Moi, je pense. Et j'ai l'impression que c'est ton cas, donc je suis pas très inquiète sur le... Je teste en tout cas, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup, ça c'est clair. Oui, c'est un bel exercice. Ouais, c'est un bel exercice. C'est pas facile, mais c'est un bel exercice. Ouais. On va recommencer un petit peu ta vie. Je pense qu'on va partir du tout début. T'étais comment, toi, quand t'étais la petite fille que t'étais un petit peu dans tous les sens, ou t'étais plus refermée, comment tu te définirais quand t'étais petite? Non, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, mais canalisée. J'étais pas non plus, j'étais pas une peste, j'étais pas. non, mais je veux dire, voilà, j'étais pas. Mais voilà, moi, j'étais un peu garçon manqué. J'adorais jouer avec les garçons quand j'étais petite. J'adorais construire les villes. Le truc improbable. Je pense que il doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Mais moi, je jouais. Je me souviens très bien. J'avais des petits trottoirs et je faisais des villes et je définissais où était l'école, la mairie, le supermarché, et j'aménageais les villes pour les gens. Donc tu vois, déjà, ça a commencé tôt mon engagement. Pour la cité. Ouais. Mais oui, voilà, non, j'étais pleine de vie. J'aimais beaucoup. Ma maman a beaucoup pris soin de travailler ma créativité.
Et donc je lisais beaucoup de. Alors d'abord j'écoutais, à l'époque c'est horrible ce que je vais te dire, mais il y avait des cassettes. Oh, bah, je les ai connues aussi. C'est vrai, tu les as connues un petit peu. Oui. Et donc moi j'avais toute une mallette avec des cassettes avec des histoires, et donc j'écoutais mes histoires et je savais exactement quelle cassette était quelle histoire. Je les connaissais par cœur. Je pouvais même les reparler dessus, raconter l'histoire. Et ça a énormément, je pense, joué sur ma capacité à créer des imaginaires. Donc voilà, j'inventais des histoires tout le temps, et dans lesquelles je faisais toujours participer les gens. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Finalement, je jouais avec mes copines et je leur donnais des rôles et je disais, on dira que toi tu fais ça et on dira que toi tu fais ça, et hop, et je construisais une histoire et je romançais, je scénarisais finalement le moment. Comment ta mère faisait en sorte que tu sois plus créative, ou en tout cas participer justement à cette créativité? Alors ma maman était institutrice, donc déjà, tu vois, tout de suite ça place la barre. J'avais pas beaucoup d'échappatoire. Il fallait que je me tienne à carreau à l'école, parce que sinon j'avais tout de suite le soir, il y avait un petit coup de fil et on savait tout de suite si j'avais été dissipée ou attention. Non, comment elle faisait? En fait, elle éveillait ma curiosité, comme ce que font toutes les mamans, tous les papas. C'est-à-dire qu'elle ne m'obligeait à rien, mais elle me suggérait beaucoup de choses, et elle me donnait la possibilité d'avoir du temps pour soi. Les enfants, souvent, on veut les occuper. C'est la course à l'occupationnel, alors qu'en fait, ils ont besoin de temps pour rêver, pour créer cet espace imaginaire et pour grandir. Parce que sinon, en fait, si on veut leur donner plein de compétences, plein de trucs, non, il y a un temps pour tout, en fait. Ouais, c'est clair. T'as l'impression un petit peu qu'on essaye de rendre les enfants très productifs dès le début, quoi, ou... Bah oui, on n'a jamais autant parlé de haut potentiel, de suractivité. En fait, les enfants, ils ont juste besoin, bien sûr, qu'ils ont besoin de se défouler, de se dépenser, mais ils ont besoin de temps pour expérimenter, tester des choses, ne rien faire. Ouais. C'est un art, il faut peut-être qu'on se réinterroge sur ça, mais c'est important, je pense. Toi, t'es de Lyon directement, vous étiez à la campagne ou à la ville quand... Alors non, moi je suis originaire d'un petit village du Cap Corse qui s'appelle Pinaud, un petit village de 30 âmes l'été, non plutôt l'inverse, 30 âmes l'hiver et 300 l'été, donc voilà, vraiment un petit village accroché dans le joli Cap Corse. Et je suis née à Paris, et en fait on est arrivé à Lyon quand j'avais 5 ans, et je suis tombée amoureuse de cette ville instantanément. J'ai déclaré que Lyon était la ville du bonheur en arrivant à 5 ans, et tu vois, je m'en suis pas départie depuis, donc j'aime cette ville. J'avoue que je la considère comme probablement la ville la plus belle du monde, avec un regard totalement objectif, bien évidemment. Mais si, c'est vrai, parce que finalement à Lyon tu as un petit peu cette rencontre entre le patrimoine, l'histoire, la végétation, tout est à proximité, tout est facile, on a la montagne pas loin, on a la mer pas loin, il y a de la culture, il y a une offre culturelle incroyable, il y a un écosystème complètement inouï d'entreprises, de gens qui innovent dans le domaine de la santé. On en parlait tout à l'heure en parlant de l'Hôtel-Dieu. Enfin, Lyon, c'est quand même un berceau, le berceau de la santé, le berceau de la médecine, le berceau du cinéma. Voilà, je pense que je suis la plus grande ambassadrice de la ville, à mon avis. En tous les cas, je suis au moins dans le palmarès, mais non, cette ville, elle est incroyable, elle a quelque chose d'assez unique. Et je crois que quand on la connaît, on n'a plus du tout envie de la quitter, ou quand on la quitte à regret. Tu voulais faire quoi quand tu étais plus petite comme métier ? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire archéologue. Je voulais je voulais découvrir les pyramides en Égypte et découvrir les hiéroglyphes et tout ça. Ou alors journaliste. Et puis un peu en grandissant, je voulais être avocate et m'occuper je voulais travailler à New York, je sais pas pourquoi, mais je voulais être avocate internationale pour m'occuper des mamans et des femmes et des enfants. Voilà, je voulais... c'était assez précis. C'est pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je me suis occupée des femmes quand même quelque part, donc je suis revenue un petit peu à ça. Mais oui, voilà, après en grandissant, je me suis un peu orientée. J'ai voulu faire du droit, j'ai rapidement compris que ça allait pas être possible. Ok, tu as testé donc une année de droit, et puis après tu es partie sur autre chose. Oui, j'ai testé même 2 ans. J'ai fait 2 ans à l'université de Lyon 3. J'ai adoré, c'était super bien, mais moi je suis incapable d'apprendre par cœur, et vu les volumes de trucs à apprendre par cœur, le droit civil, le droit pénal, enfin moi je sais pas comment ils font, c'est incroyable, le droit commercial, tous ces trucs. Donc non, par contre moi ce que j'aimais, c'était
l'histoire, toute la philosophie des sciences politiques, en fait tout le volet un peu contemporain de la place publique et de la société. C'est ça qui me plaisait. Et finalement, j'ai fait une école de commerce un peu... J'étais pas hyper convaincue, j'y suis surtout allée parce que à l'époque, il n'y avait pas vraiment de carrière ou de cursus à l'université qui permettait d'allier les langues et le côté un peu éco, etc. Donc, je suis allée en école de commerce et puis ce que j'ai adoré, c'était la possibilité de faire des stages, la possibilité de construire des projets, de développer des projets et puis d'aller à l'étranger. Et ça a été assez marquant dans mon parcours parce qu'effectivement, comme je suis assez engagée, j'ai un peu bouleversé l'écosystème. C'est-à-dire que moi, la 3e année, on nous avait dit vous pouvez aller à peu près partout dans le monde. Tu sais, les écoles de commerce sont toujours plein de... Ils ont une super plaquette où tu as l'impression que tu vas pouvoir choisir une destination de dingue. Et puis finalement, le choix est assez restreint, en tout cas à l'époque, en 3e année. Et donc, moi, j'ai annoncé à mon responsable pédagogique que j'avais trouvé un échange que j'ai construit moi-même avec le Costa Rica. Alors, je te laisse imaginer la stupéfaction de mon directeur pédagogique qui, d'abord, je pense, ne savait pas où se trouvait Costa Rica à l'époque sur une carte du monde. Et m'a dit, mais je me souviens, ça m'a marqué, m'avait dit, mais enfin, on peut pas aller faire des études dans un pays sous-développé. Et alors là, en fait, pas du tout... Alors, monsieur, non, en fait, ils sont pas du tout sous-développés, c'est la petite Suisse de l'Amérique latine. Et donc voilà, je me suis battue, j'ai monté mon dossier, etc. J'ai trouvé comment faire un échange et je suis partie toute seule. Et donc, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire... Pour moi, l'objectif, c'était d'apprendre une langue. Et apprendre une langue en Espagne avec 35 Français... Ouais, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Il y en a qui l'ont testé. Enfin, c'est pas possible, c'est plus compliqué. Moi, je sais que quand je suis parti à Vancouver, au Canada, pour bosser, je voulais absolument rester avec les Canadiens. Tu vois, je voulais vraiment être... Plongé, immergé. Quoi, parce que je savais que, de toute façon, si je partais à Montréal, j'allais parler que français. Et à Vancouver, il fallait que être avec des Anglais pour parler parfaitement l'anglais. Quoi. Donc, c'est la seule façon. Et il y avait des Français quand même au Costa Rica ? Il n'y en avait aucun ? Ouais, en tout cas, moi j'étais dans la 2e ville du pays qui s'appelle San Ramon, à l'université de Costa Rica, et j'étais la seule étrangère du cursus de l'université. Ok. Et ça, c'était dingue. Ça devait être quelque chose quand même. C'était génial. Est-ce que c'est... Moi, ce dont je me souviens quand je suis arrivé au Canada, c'est que j'étais garçon au père dans une famille. Et les premières semaines, j'avais mal à la tête parce qu'il fallait tout le temps que je parle en anglais et j'avais vraiment du mal. Est-ce que c'était un peu comme ça toi au début aussi Totalement. Ça devait être, j'ai eu des grands moments de solitude. Je me souviens que le premier jour en cours, la professeure a gentiment pris la parole pour me présenter et je me suis dit dans ma tête, c'est marrant, je me suis dit ça va en fait, je comprends tout ce qu'elle dit. Et en fait, elle a fini sa phrase. Et après, elle s'est mise à parler normalement. Avec l'accent de là-bas. En fait, et là, j'étais larguée complet. Je ne comprenais rien du tout. Donc, je me suis dit, ok, ça va être plus dur. Et puis, je me sens que dans ma famille d'accueil, c'était rigolo. Le dimanche, j'avais des grands repas de famille, comme chez moi. Et en fait, je m'endormais à table parce que le ronron d'une langue étrangère, en fait, au bout d'un moment, ça vous berce quand on ne comprend pas. C'est très agréable, ça fait comme une petite musique et du coup on se laisse un petit peu soupir. Donc voilà, oui, c'est des choses assez rigolotes, mais par contre un accueil tellement incroyable. Enfin, c'est chaleureux là-bas. Une leçon de vie. Oui. Oui. Je connais pas du tout, ça a l'air magnifique. Le pays, alors écoute, pour un paysagiste, franchement, le Costa Rica, il faut y aller absolument. Surtout les plantes, quoi. C'est la forêt tropicale là-bas. Ah oui, les plantes sont, mais c'est merveilleux. La végétation est luxuriante, il y en a partout, tout pousse. De toute façon, il y a rien à faire. Donc moi, ça me va très bien ce genre de truc. Et puis il y a des fruits tropicaux, des fleurs, mais ils ont des orchidées. Je crois que c'est un des pays au monde où il y a le plus grand nombre de variétés d'orchidées. Elles poussent partout, sous les forêts primaires, secondaires. Pluvial, tout ce que tu veux. Non, les paysages sont absolument incroyables. Tu as aussi bien des plages de rêve où il n'y a personne, qui sont toutes différentes. Tu as des volcans en activité, tu as des parcs, la jungle, etc. Et puis tu as les insectes, qui n'étaient pas ma partie préférée, parce que moi j'ai une trouille bleue des insectes. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'on était très résilients, en ce sens que finalement, on s'adapte en permanence. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te rends compte que dans ton environnement immédiat et dans ce qui va être ta vie pour les prochains mois, la plus grosse araignée en France correspond à la plus petite dans le pays où tu te trouves et qu'il y en a partout, y compris à l'intérieur de ta maison,
En fait, tu as ouais. 2 solutions. En fait, soit tu craques, soit tu t'adaptes. Et donc, heureusement, en fait, on est tous dotés d'une forte résistance. Donc, je me suis adaptée. Ouais, c'est sûr. T'es resté combien de temps au Costa Rica? Quasiment un an. Quasiment un an. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te rendre visite au Costa Rica? Oui, Ta bien famille? sûr. Oui, ma maman est venue, ma meilleure amie est venue. Ouais. Oui, et puis en fait, moi, j'étais vraiment dans une famille super chouette, super chaleureuse. Et donc, j'avais 2 sœurs de mon âge quasiment. Et donc, on faisait beaucoup de choses avec les sœurs le week-end. On partait, etc. Et puis moi, je suis partie aussi toute seule explorer. Dès que j'avais 5 minutes, de toute façon, moi, dès que je suis quelque part, je peux pas rester en place. Donc, il faut que j'explore. Ok. Donc, je suis allée... C'est trop cool. Donc là-bas, t'as passé presque un an dans la classe avec l'échange, c'est ça. Et t'as passé Est-ce qu'à la fin, il y a quelque chose par rapport à cet échange? Enfin, tu finis ton année d'école de commerce et après tu rentres en France? Ouais, tu rentres en France, ouais, c'est ça. Je passe les examens, etc. Ouais. Mais par exemple, j'avais un truc qui m'avait beaucoup marqué. En France, quand tu as un étranger dans ta classe, généralement au collège ou au lycée, et que tu fais des travaux de groupe, personne veut avoir l'étranger dans son groupe parce qu'on part tous du principe que forcément, comme il parle moins bien la langue, il va être un frein pour les autres. Et donc, moi, j'arrive au Costa Rica, autant te dire que l'espagnol, je maîtrisais vraiment pas bien. Et là, je me suis dit, j'arrive et en fait, tout était en groupe. Tout était en groupe, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien tout seul. Et je me suis dit, oulala, ça va être compliqué, je vais me retrouver... Et en fait, c'était incroyable, les gens se battaient pour avoir la personne étrangère parce qu'en fait, ils sont, hyper fiers de leur pays. Et donc, hyper fiers du fait que des étrangers fassent tout ce trajet pour venir passer du temps chez eux. Donc, ils ont envie de montrer à quel point ils ont des choses à dire, ils sont accueillants, etc. Et 2, c'est leur tradition, en fait, ils sont accueillants. Ouais. C'est vraiment le côté de l'Amérique latine. Tu rentres dans un bus. En France, tu vas chercher systématiquement la place où tu es tout seul. Au Costa Rica, tu vas t'asseoir à côté de la personne qui est assise la plus près. Parce qu'on crée du lien immédiatement, on discute, on s'assoit, on parle. Dans un café, dans un restaurant, le premier truc que tu fais, même si tu connais personne, c'est dire bonjour aux autres et t'asseoir le plus près possible des autres tables pour engager la conversation. Donc c'est vraiment... Oui, c'est très différent. Par rapport à la France. Donc quand tu es tout seul, c'est bien parce que ça remet les pendules en place et puis ça te donne d'un coup une perspective tout autre. Ah, c'est marrant comme les cultures, c'est très différent quoi. Pareil au Canada, il y a beaucoup de différences par rapport à ça. Mais ok, super intéressant. Après cette année au Costa Rica, tu as continué tes études donc dans l'école de commerce. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après? Quel boulot tu as eu en premier ou stage ou comment tu as commencé un peu ta vie active? Alors moi j'ai commencé en faisant des stages. À ce moment-là, moi ce qui me plaisait, ce qui me fascinait, c'était le monde des médias et le monde des institutions. Je rêvais d'aller en télé, d'aller travailler pour une grande collectivité. Je passais en voiture, je me souviens, sur la route de Charbonnières, devant, à l'époque, l'ancien siège de la région Rhône-Alpes, où tout se passait, le centre du pouvoir se passait, et je rêvais d'aller là. Donc j'ai fait un premier stage, et je connaissais absolument personne, j'avais pas de réseau, mes parents n'avaient pas de réseau, enfin voilà. Et donc j'ai fait une demande de stage et j'ai été prise à l'époque à la chaîne Télé Région pour un premier stage en service communication. Et la chaîne Télé Région à l'époque, c'est la première chaîne tout numérique de France Télévisions. Ils testaient, c'est une chaîne laboratoire et donc chaîne nationale du PAF, et ils testaient les premiers studios tout numériques. Et donc la chaîne était localisée dans les mêmes locaux qu'Euronews avec Uli. Donc c'était hyper design, hyper moderne, avec déjà des espaces partagés de bureaux où il n'y avait pas de bruit, c'était hyper zen. Je me souviens que les présentateurs télé du journal faisaient leur flash info en direct sur le début de l'open space. Et derrière, tu pouvais téléphoner, faire ta vie tranquillement et ça dérangeait strictement personne. Donc je me souviens de ça m'a beaucoup marqué sur la gestion des espaces. Justement, comment on fait pour travailler ensemble et que ça se passe bien. Ouais. Je te parle de ça, c'est les années 2000. Hein. D'accord. Donc à l'époque, on parlait pas de ça. Ouais. Et puis le truc qui était très très chouette dans cette aventure, c'était une petite équipe, un peu commando, ça j'aime bien. Ouais. C'est des formats qui me plaisent bien. Avec tout approuvé, il n'y a rien qui existe, donc il faut innover en permanence. Et à l'époque, on faisait une émission qui était le journal des bonnes nouvelles, et on cherchait
tous les dispositifs les plus sympathiques et positifs de France. Voilà, et c'était un peu la grande époque à Lyon où on démarrait toutes les aventures un peu culturelles, Lyon Capitale, etc. Il y avait une espèce d'émulation sur ces projets avec une dimension toujours très positive de l'action et du citoyen qui pouvait s'engager à tous les endroits de la société. Donc j'ai commencé par ça, c'était mon premier stage. Ok. Voilà. Et en tant que femme, dans ce genre de poste, comment tu l'as ressenti à l'époque? Ah, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Pas un sujet du tout. Ok. Okay. Pas un sujet du tout. Il y avait autant de présentatrices que de présentateurs. Les équipes étaient mixtes. Ouais. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet. En tout cas, pas dans cette chaîne spécialement. Ouais. Ok. Ça l'a été dans d'autres chaînes? Oui, ça l'a été dans d'autres chaînes. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout les mêmes. En fait, tu ressens les historiques des organisations quand tu arrives. Moi, j'ai eu la chance de faire des petites structures et des très grosses structures. Et en fait, à chaque fois, tu as le poids de l'historique. J'ai travaillé après plus tard à France Télévisions, à France 3 à Lyon. Là, c'est la technostructure. Tout est beaucoup plus codifié. Il y a des syndicats, il y a des process à respecter. Il y a des gens qui se parlent, des gens qui ne se parlent pas. Ouais. C'est comme ça. Il y a le monde des émissions à l'époque. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que ça ne doit plus trop exister, mais il y avait toute une partie de production d'émissions sur site, soit des émissions hebdomadaires, soit les grands événements sportifs qui étaient aussi couverts depuis Lyon, et puis la partie JT. C'était deux mondes à part, ça se fréquentait pas, etc. Ah ouais, okay. Et puis quand tu travaillais pour la communication, ce qui était mon cas, alors là c'était compliqué. C'était plutôt chez les méchants parce que tu étais plutôt du côté de la direction et du coup la direction c'est pas bien. On sait pas, ils veulent toujours savoir un peu ce qu'on fait. Tu vois, il y avait ce côté un peu. La communication, les journalistes, c'était un peu ceux qui étaient au-dessus. La communication, les journalistes, c'est l'élite évidemment. Et puis la communication, il y a ce côté un peu suspicieux. On sait pas quoi servent ces gens. Ouais, ils mentent un petit peu. Bah alors non, parce qu'ils sont en interne, donc ils savent qu'on ment pas, mais par contre, il y a ce côté, ils sont proches de la direction, donc ils vont défendre les intérêts de la direction, et bon, donc il y avait tous ces... Donc en fait, moi je suis habituée au système de gouvernance multiple, c'est-à-dire où tu arrives, et en fait dans des écosystèmes, il y a d'autres petits écosystèmes qui ont leur fonctionnement propre, avec leur code, et qu'il faut comprendre pour pouvoir faire fonctionner. Voilà. Ok. Sur quel genre de sujet tu travaillais dans la communication, dans ce genre de chaîne ? Moi, je préparais, en fait, je valorisais tous les produits, toutes les émissions qui étaient faites. Donc, typiquement, sur l'émission des bonnes nouvelles, il fallait, on apportait des idées, donc on était contributeurs, on allait un peu à la chasse aux initiatives qui étaient chouettes partout en France. Puis après, il fallait contacter les gens, il fallait leur proposer de venir, donc on planifiait les émissions, etc. On faisait un petit peu tout ça, et puis on appelait, on envoyait des fax à l'époque, je vous parle d'un temps qui avait moins de 20 ans. Mais oui, on envoyait des fax aux médias pour valoriser sa programmation sur sa chaîne. Donc c'était toute une petite industrie, tout un petit process qui se mettait en route chaque semaine. Mais c'était intéressant. Enfin, c'était une autre époque. Donc, tu as fait toute cette partie de ta carrière dans les chaînes, dans l'audiovisuel. Ensuite, tu es passé un peu en politique, j'ai vu en fait, c'est pas de la politique, c'est plutôt ce que j'appelle moi la politique publique, c'est-à-dire comment on va être plutôt du côté des fonctionnaires ou plutôt du côté des gens qui mettent en place les politiques publiques. Moi, je suis toujours passée d'un monde à l'autre, c'est-à-dire que j'aimais bien à la fois ce que je te disais tout à l'heure, cet univers des médias, moi, m'intéressait, parce que j'ai toujours considéré que le contrôle de l'information, c'est la clé de la liberté, c'est la clé de tout. Si on n'a pas une information neutre, de qualité, et qu'elle n'est pas accessible au plus grand nombre, on le voit aujourd'hui avec les fake news, etc. En fait, tu peux vite déformer, tu peux vite traduire d'une autre manière les messages. Donc, pour moi, la neutralité de l'information et sa qualité, c'était un élément clé. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de voir comment ça se faisait, comment ça se préparait cette information. Mais est-ce que tu l'as vu, cette neutralité, elle est pas... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit très très neutre de toute façon dans n'importe quel. Alors en fait, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. C'est pas si simple parce qu'en fait, bien sûr que celui qui couvre son sujet, je me suis rendu compte.
Il a un biais. C'est pas tellement ça, c'est que surtout il arrive avec le temps dont il dispose. Sa rédaction, elle lui a commandé un sujet. Il y a un chronomètre qui se met en route dans ta tête. Il faut livrer. Donc t'arrives et il faut que le truc se fasse le plus vite possible dans les conditions de la réalité. Donc ça veut dire qu'il faut des gens disponibles, il faut que les lieux soient disponibles, il faut que tu aies un truc à raconter. Donc tout ça va très vite. Donc évidemment, t'arrives forcément déjà avec un peu une lecture des choses, soit parce que tu as une connaissance du sujet, heureusement quand même. Les journalistes aussi, on leur demande d'être généralistes, mais aussi d'avoir de la culture générale, donc d'être en capacité de réagir à plein de sujets. Mais forcément, tu arrives, qui n'a pas de biais quand on traite quelque chose. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est le travail de l'équipe qui fait la qualité de l'information. C'est le lien entre une rédaction en chef qui est aussi multiforme, de plus en plus d'ailleurs. Souvent, ils sont co-rédacteurs en chef. Maintenant, il y a encore des chaînes où il y en a plusieurs. Et puis souvent, il y a une confrontation entre les idées des uns et des autres. Donc c'est pas si simple. Et puis c'est un milieu qui a tellement évolué technologiquement sur les 20 dernières années, en laissant sur le carreau tout un tas de gens qui n'ont pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que dans le service public, tu avais quand même sur les chaînes de télévision, tu avais des métiers très spécialisés sur le son, qui n'étaient pas les mêmes que l'éclairage, qui n'étaient pas les mêmes que la prise d'image. Aujourd'hui, on trouve ça complètement aberrant, puisque on a souvent une personne qui fait tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? J'ai pas de jugement là-dessus. Par contre, c'est une vraie transformation. Et aujourd'hui, on ne fait plus l'information comme on la faisait il y a 10 ans, comme on la faisait il y a 20 ans. Tout va très vite, tout s'accélère. L'IA est en train à nouveau de bouleverser tout ça. Donc ça veut dire que c'est un monde qui est en perpétuelle mutation. Et c'est pas évident pour les gens qui travaillent dans le milieu de s'adapter aussi à ça en permanence. Et aujourd'hui, moi je trouve que finalement tout le monde se critique. Le citoyen, il critique la façon dont les journalistes font l'information. Les citoyens, ils critiquent la façon dont les politiques font la politique. Les médias n'aiment pas les politiques n'aiment pas trop les médias. Mais finalement, du coup, à force de tous ne pas s'aimer et de se reprocher des choses, on oublie un petit peu de faire sa part et de sa contribution. Je pense que si chacun revient un peu sur ses fondamentaux, sur son degré d'exigence personnelle, peut-être tu vois, petit à petit, on pourra reposer un cadre un peu plus apaisé pour le débat public, est quand même la matière principale qui nous réunit. Et c'est un petit peu moi ce que j'essaye de faire avec très modestement avec l'équipe des Lyonnes. Mais voilà, donc c'est pas si simple, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment difficile. J'avais regardé un petit peu comment on faisait l'information, etc. J'avais trouvé un peu les limites du système. Et moi, ce qui me passionnait, je voulais absolument entrer dans les institutions, mais je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas de réseau. Moi, je viens pas d'une famille politisée. Je n'avais pas vraiment d'idées préconçues. J'avais pas d'idées tout court. Je m'interrogeais beaucoup et on m'avait dit, mais de toute façon, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais si tu n'es pas pistonné. Et ça, c'est le truc, je crois, qui est mon meilleur moteur dans la vie quand on me dit que je n'y arriverai jamais. Du coup, j'ai écrit, j'ai dû écrire 150 lettres manuscrites à l'époque, j'ai envoyé ça partout. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil et en fait, le service de presse de la région Rhône-Alpes à l'époque avait une épidémie qui est assez contagieuse qui s'appelle les congés maternité. Et en fait, toutes ces attachés de presse étaient en congé mat. Et en fait, ils avaient plus du tout d'attachés de presse. Je crois qu'il restait une personne. Et donc, ils m'ont demandé, donc j'ai passé un entretien. Je crois que j'étais prise dans la semaine qui a suivi. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en tant qu'attachée de presse de cette institution. Et là, c'était vertigineux. J'ai appris un nombre de choses incroyables. D'abord, j'ai appris à écrire. Parce que la rédaction d'attaché de presse, c'est très ingrat. Et en fait, il faut commencer, recommencer, réécrire, jusqu'à trouver le bon curseur entre... on fait pas de la com, on fait pas du journalisme. C'est de l'information, c'est un peu au milieu, quoi. En fait, on fait de la pédagogie. Et on fait de la traduction de sujets un peu complexes ou très administratifs ou très techniques qu'il faut rendre... un peu appétant, en tout cas, qui ait l'air d'être correspondre avec de l'actu ou des choses qui sont dans l'air du temps. Donc en fait, on fait un peu le pré-mâchage du travail de journaliste. Et puis, c'est un défi permanent parce qu'il faut convaincre. Il faut expliquer, convaincre sur des choses dont on n'est pas à l'origine et dont nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas non plus tous les tenants et les aboutissants. On ne porte pas forcément non plus. Non. Mais par contre, c'est comme une tour de contrôle.
où tous les jours t'as des avions à faire décoller et faire atterrir, et des fois on te donne les infos, et des fois on te les donne pas. Il faut quand même malgré tout, faut se débrouiller. Donc il y a un petit côté couteau suisse où faut pas attendre que l'information vienne à toi, parce que sinon tu pourras rien écrire. Ouais, faut aller chercher quoi. Faut aller chercher. Du coup, faut questionner beaucoup les gens. Faut questionner les services qui, eux, ont rédigé des pages et des pages d'explications de texte. Il faut questionner les élus qui ont une vision souvent, pourquoi ils ont souhaité mettre en place ça. Et après, il faut trouver comment le traduire et le rendre intéressant. Est-ce qu'il est facile le lien avec les élus, avec toi en tant qu'attaché de presse? Moi, j'ai toujours eu un lien très facile. Ouais, ça a été facile. Ben oui, parce que après... tu travailles pour eux, quoi. Tu travailles pour eux. Après, c'est des personnalités. T'en as qui sont sympas, t'en as qui sont moins sympas. Qui était le moins sympa? On va pas donner de nom, mais ça, c'est en plus la prescription, ça date maintenant. Mais en fait, comme dans la vie, les élus, c'est juste des gens comme toi et moi qui ont choisi d'exercer un mandat pour représenter nos intérêts. Donc voilà, ils sont comme tout le monde. Ils sont pas spécialistes de tout. Par contre, ils sont souvent quand même très investis. En tous les cas, pour ce qui est du niveau local, ils sont hyper investis dans ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, quand même, être élu local, c'est quand même pas très gratifiant. Hein. T'es pas très bien payé. T'as tes administrés en face de toi qui t'es à portée d'engueulade, comme disait Chirac. Mais en même temps, tu dois te battre avec une législation qui est de plus en plus complexe, des crédits qui font défaut. C'est-à-dire que l'État décharge sur les collectivités tout un tas de compétences. Donc pourquoi pas, hein, c'est une façon d'organiser les choses. Par contre, il leur donne des budgets constants, c'est-à-dire qu'à une année 0, je te donne 100, et puis par contre, je te donnerai que 100. Donc, je te donne de plus en plus de choses à faire, mais par contre, le budget, il reste le même. Donc, c'est vrai que parfois, il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, et on n'a pas tous... Julie, un accompagnement. On n'a pas tous les ingénieurs d'Apollo 13 pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc, encore une fois, c'est pas si évident que ça. Par contre, c'est une fabrique de la cité qui est incroyable. Okay. Parce qu'en fait, les dispositifs sont vraiment pensés. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière, et c'est pas aussi réducteur que ce qu'on a parfois l'occasion. L'impression de voir. Alors après, il y a de très mauvais exemples. Hein. Et parfois, les élus font tout pour qu'on leur tape dessus aussi. Mais quand même, globalement, quelles que soient les étiquettes politiques, c'est pas le sujet. Moi, j'ai une expérience de 25 ans dans le secteur public, donc tu vois, j'ai eu l'occasion de voir plein de collectivités, plein de décideurs, plein d'étiquettes politiques. Et c'est pas forcément une question d'étiquette. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire que les élus qui réussissent le plus sont ceux qui ont une vision très claire de pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et puis c'est quand même des gens qui ont chevillé au corps cette envie de faire avancer les choses, de changer la donne et d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Et tu trouvais que ça se voyait à leur vibe, on va utiliser ce mot-là, mais juste quand ils te parlaient, ça se voyait comme ça? Non, pas forcément, c'est parfois plus compliqué. Non, parce que t'en as qui sont de très bons orateurs, et d'autres qui ne le sont pas, mais pour autant, ils ont vraiment des choses à dire. T'as des gens qui sont pas à l'aise devant un auditoire. Je crois que c'est Michel Barnier, qui est un élu qui avait commencé en Savoie ou en Haute-Savoie, et on m'avait raconté qu'à la région Rhône-Alpes, où il a été jeune élu, il était pas très bon orateur. Et puis finalement, il a fait une carrière, et il s'est exercé, et il est devenu bon orateur. Donc en fait, c'est aussi une façon de te dire, il y a aussi l'expérience. Et puis il y a des personnalités, voilà, il y a des choses qu'on aime faire, des choses qu'on aime moins faire. Mais pour autant, c'est des gens qui, parce qu'ils ont une vision, ils le font. Et finalement, peu importe la forme, et on leur tient rigueur de beaucoup de choses sur la forme, très souvent. Beaucoup plus sur la forme que sur le fond, finalement. Exactement. C'est ça qui est le plus ingrat. Même sur la forme qu'on retient des choses, et jamais sur le fond. Jamais sur le fond. Est-ce que c'est pas à cause des journalistes, ça, d'une certaine manière, qui reprennent ça un petit peu parce que ça... Alors, je crois pas que ce soit que la cause des journalistes. Je pense aussi que les gens, ils ont une responsabilité quand on sait que les gens ne lisent que les titres des articles.
ça va pas. Non, c'est clair. C'est pas une façon de s'informer. Non, bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes s'informent essentiellement sur TikTok, ils s'informent sur, pour certains, beaucoup, alors les moins jeunes, mais ils s'informent sur Facebook. Encore une fois, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Ouais. Mais par contre, il faut prendre conscience. L'information, ça peut pas se résoudre à titre A, titre B, ou j'aime pas. Je me bats beaucoup sur ça, moi, à l'équipe d'Elion. Ah ouais? Bah oui, parce dans que quel sens? Dans le sens où moi j'ai une vraie appétence pour le débat public. Ouais. C'est-à-dire que j'aime la confrontation des idées. Et j'avais discuté avec une journaliste de l'opinion et d'Europe 1 qui s'appelle Emmanuelle Ducrot, justement à ce propos, qui elle a été un peu bousculée dans sa carrière professionnelle à cause de son engagement. Et elle me disait, mais on oublie que la confrontation des idées, c'est la naissance même du débat public. La confrontation des idées ne veut pas dire qu'on s'engueule, ou qu'on se tape dessus, ou qu'on est incapable de s'écouter. Mais on a le droit de pas être d'accord, et on est d'accord sur ça, c'est ça qui est génial. Donc moi, je dis souvent ça aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui viennent à l'équipe d'Elion. En fait, moi, ce que vous pensez, ça m'intéresse pas, et je vais pas essayer de vous faire changer d'avis. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux vous dire, c'est est-ce que avant de penser ça, vous avez structuré votre pensée? On a beaucoup, nous, travaillé sur plein de questions du débat public parce que moi, j'essaie de travailler et les signaux faibles et puis en même temps ce que nos membres nous remontent. Mais je te donne un exemple très concret, le nucléaire. Les gens, dès que tu dis ça, ils sont tous comme ça, ils sont à cran. T'as les pros, t'as les contre, c'est très virulent. Ouais. Donc le débat a commencé un petit peu, il y a des questions qui ont émergé à l'équipe d'Elion sur ce sujet. Donc je leur ai dit, attendez, regardez. On est à Lyon, juste à côté, on a la centrale nucléaire du Bugey et c'est une femme qui dirige la centrale nucléaire du Bugey. C'est une des plus grandes spécialistes françaises du nucléaire. Elle a défendu le nucléaire, elle fait, je crois, partie des top 5, 6 ou 7 personnes qui maîtrisent le mieux le sujet en France. Eh bien, on va aller la rencontrer, on va lui demander son avis. Elle nous a reçus, on est allé visiter la centrale nucléaire du Bugey. On a fait la même visite que ce que font les ministres, parce que c'est aussi ce côté un peu expérientiel, moi, que je veux proposer. Et on a pu poser toutes nos questions. Voilà, est-ce que le nucléaire, ça me tue? Est-ce qu'on prend pas des risques démesurés, etc. Comment vous pouvez défendre cette filière? Et en fait, quand on remet du débat, quand on rouvre le dialogue, mais qu'on le fait de manière posée, structurée, autre que je suis pour, je suis contre, j'aime pas, bah, il se passe des choses assez magiques. Ouais. Et quand tu sors, c'est peu m'importe si tu as changé d'avis ou pas. Par contre, ce que je veux, c'est que tu aies réfléchi, structuré, et que tu te sois rendu compte que derrière tout ça, il y a des gens comme toi et moi dont ont consacré leur vie à une thématique. C'est ça. Ça faut peut-être prendre juste la peine d'aller les écouter 5 minutes. Amen. Non mais c'est clair. Enfin, il y a un exemple quand même particulier là qui s'est passé il y a pas longtemps avec Charlie Kirk par exemple, qui faisait les débats américains et qui s'est fait tuer. Enfin moi ça m'a choqué cette partie-là du fait de plus en plus du coup il y a vraiment un pour un contre ça contre ci, on s'entend plus. Mais en réalité, moi je trouve que justement le podcast il est super intéressant parce qu'on va beaucoup plus en profondeur dans les sujets, les discussions sont longues donc on a le temps d'avoir de la nuance, etc. Et moi personnellement c'est ça qui m'a fait prendre conscience d'énormément de trucs. Je sais pas si toi aussi t'en écoutes beaucoup des podcasts, mais moi ça m'a permis vraiment de me rendre compte de beaucoup de choses hyper importantes, ou en tout cas de m'intéresser à des personnalités où j'étais pas intéressé à la base et je me disais que c'était un con ou que j'aimais pas son propos, et ensuite d'y aller et de se dire ah ok, je comprends un peu mieux pourquoi c'est un humain et c'est pas quelqu'un que je déteste parce qu'il a ces idées là quoi. Et moi c'est moins l'expérience du podcast que mon expérience professionnelle avec les élus, parce que je me suis rendu compte au gré de mon expérience professionnelle, j'ai travaillé à la région, j'ai travaillé en département, j'ai travaillé pour des groupements d'intérêt public, etc. Donc en fait, j'ai vu beaucoup d'instances de débat où j'ai dû écouter des tas de prises de parole d'élus dont je partageais pas forcément les idées. Et donc en fait, j'ai dû faire cet exercice d'écoute. Et je me suis rendu compte que finalement, comme tu viens de l'exprimer très justement, parfois tu pars avec des idées, très souvent avec des idées préconçues. Puis finalement, le type il va dire un truc et tu vas dire mince alors. Ça me parle quoi. Ça me parle, et puis non seulement ça me parle, mais en plus je trouve qu'il a raison. Et j'avais pas vu ça comme ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux journalistes, etc. En fait, si tu t'arrêtes à la façade
tu comprends pas les ressorts de pourquoi la personne elle fait comme ça, pourquoi elle construit son sujet comme ça. Donc c'est facile d'avoir un jugement, mais c'est moins facile quand tu vois le mécanisme qui préside au fait que le JT il doit être formé, et puis en plus aujourd'hui qui regarde le JT. Ouais. Non mais c'est dramatique, plus personne ne regarde les infos. Que les personnes un peu âgées quoi. Oui, c'est ça, finalement, ou alors des bouts de JT. Des bouts de JT, ouais, c'est ça. Hein. Et puis on a une vraie crise de l'attention. Moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Alors, les profs te le disent à l'école, ils n'arrivent plus à intéresser. Avant, normalement, les activités pédagogiques, tu savais que tu avais toutes les 30 minutes, tu devais changer d'activité. Après, c'est passé à 20 minutes, après, c'est passé à 15 minutes. Et aujourd'hui, les profs te disent, mais en fait, 5 minutes, c'est le maximum. Il faut changer d'activité parce qu'on n'arrive pas à conserver l'attention. Mais regarde, nous, c'est pareil. On regardait des films avant. On allait au cinéma pour regarder des films et on trouvait ça génial. Alors des fois, les films de 2h30, c'était un peu long, mais voilà. Après, on est passé aux films d'une heure. Après, on est passé à des grandes plateformes où tu peux regarder des séries. De 40 minutes. De 40 minutes. Et puis finalement, les séries, elles-mêmes raccourcissent. Donc en fait, finalement, nous-mêmes, on s'habitue et on est impatient. Et en fait, on parlait tout à l'heure des enfants et du fait de prendre le temps. En fait, nous, on prend plus jamais le temps, mais je me l'applique à moi-même. Hein. Moi aussi, c'est compliqué très compliqué, de ralentir, en fait. Ouais. C'est un peu... en plus, quand tu es entrepreneur, est-ce que c'est vraiment facile de ralentir ou sinon, il faut se le caler dans un jour qu'on ralentit à ce moment-là, parce que moi, c'est très difficile. J'ai du mal, quoi. Il faut une grosse discipline pour y arriver. T'as une routine justement pour arriver à faire ça dans la journée? J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me parler de ma morning routine, parce qu'on demande souvent aux femmes leur morning routine, aux hommes pas du tout. Moi j'ai une routine, tu vois, j'essaye, c'est pas tous les jours que j'y arrive, mais en tout cas de faire de la méditation le matin en me réveillant directement. Ouais. Respiration, tu vois, 10 minutes, et pas regarder mon téléphone, quoi. Ah oui. Mais c'est pas tous les jours très facile. Après, j'essaie d'aller faire du sport quand je travaille pas, tu vois, sur un chantier la journée, parce qu'après c'est trop physique, quoi. Mais en tout cas de me libérer du téléphone le plus rapidement possible le matin, en faisant de la méditation, en allant faire du sport. C'est ma routine que j'essaie de mettre en place, et c'est ce que je pense où j'arrive à être un peu le mieux, quoi, dans la journée, quoi, moins stressé. Peut-être aussi une petite douche froide, j'aime bien le matin, ça me réveille si je peux. Mais voilà, ça c'est ma routine. Mais après dans la journée, c'est d'essayer de... Mais là j'ai beaucoup de mal. En ce moment, j'avouerai que j'ai beaucoup de mal. Je suis tout le temps sur mon portable. Quand j'ai envie de me poser, je suis dessus. C'est compliqué, quoi. Mais je crois que tout le monde ressent ça, cette espèce d'accélération, et c'est un peu compliqué. De lire un livre, c'est devenu très compliqué. Je m'étais blessé au genou il y a 1 an et demi. J'ai réussi à relire des bouquins. Et puis dernièrement c'est devenu trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Il faut arriver à faire ces bulles. Donc des moments où ça s'arrête. Moi je peux pas faire de méditation le matin parce que moi je commence par ma revue de presse, c'est mon job, donc Mais c'est dur ça, de la revue de presse dès le matin, c'est tous les... moi je suis habituée comme ça. C'est quand tu te réveilles que tu regardes ça directement? Tout de suite. Ok. Et c'est pas un peu stressant, quoi, d'avoir ça Non. Alors moi je lis, je lis beaucoup, mais j'ai toujours fait ça mais même avant de commencer mon travail, je faisais déjà ça, j'adorais la presse, donc je lisais beaucoup. Et après dans mon travail, quand j'étais attachée de presse, il fallait le faire, c'était le premier truc qu'on faisait le matin, et j'adorais ça. Je me disais mais c'est incroyable, on me paye pour que je lise les journaux, c'est quand même dingue. Alors ça durait que 2 heures, mais c'était déjà ça. Donc j'ai eu cette mécanique, et puis j'ai appris la lecture rapide en diagonale, etc. Donc à me concentrer, aller vite chercher de l'information, et puis de plus en plus je prends le temps de m'arrêter sur des histoires qui d'un seul coup m'interpellent, même si c'est pas ce que je cherche, mais ça, et de se rappeler qu'il faut avoir cette curiosité, en fait, d'aller vers des sujets, vers des choses. Et pour autant, tu vois, je commence ma journée comme ça, mais en fait souvent à midi ou le soir quand je rentre à la maison, mon compagnon il va me demander si j'ai entendu parler de tel ou tel truc dont tout le monde a parlé, et moi je suis passée à côté parce que d'abord c'est pas dans mon univers immédiat professionnel, mais finalement le truc qui a buzzé ou dont tout le monde parle, moi je l'ai pas vu, alors même que c'est partout. Dès le matin, c'est partout, et que dès le matin je me suis quand même branchée sur la presse locale notamment, évidemment, pour voir un peu ce qui se passe à Lyon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as fait tous ces boulots dans le public? Ouais.
Et c'est après le public après tous ces boulots-là que tu es parti dans l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, tout ça, c'est à cause de l'équipe des Lyonnes. Ok, tu vas nous en raconter, Ouais. tu vas nous le raconter. J'ai pas du tout prévu ça. Moi, d'abord, j'adore les collectivités locales, j'adore les politiques publiques, j'adore dessiner la ville. C'est vraiment un truc qui est un peu mon fil conducteur. Et j'adore faire la traduction entre les gens pour qu'ils se comprennent mieux et qu'ils arrivent à vivre ensemble. Voilà, même si j'aime pas le mot parce qu'il a été galvaudé et que c'est un peu gnangnan maintenant, mais je crois quand même que c'est important. Donc moi, c'est ce que je sais faire. Voilà, c'est ma compétence, elle est là. Elle est de mobiliser, fédérer, regrouper, faire connaître, donner de l'ampleur à des dispositifs. J'ai beaucoup travaillé sur des projets éphémères. Donc on te donne une mission from scratch et puis tu dois faire grossir. Donc j'ai beaucoup travaillé dans des organisations, on part de zéro et puis on est 400 et puis on redescend. Tu vois, mon premier job à la région après le service de presse, j'ai été recrutée à la direction de l'international. Comme je parlais très bien l'anglais et du coup l'espagnol. En fait, il y avait une direction de l'international à la région Rhône-Alpes qui avait des coopérations dans le monde entier, soit pour encourager les relations économiques et les accords universitaires, soit pour faire ce qu'on appelait à l'époque le développement, donc avec des pays en voie de développement. Et à l'époque, j'avais eu une mission. Il fallait que je monte un annuaire des régions francophones du monde parce que le vice-président à l'époque avait défini que l'espace francophone est un énorme espace économique. C'est ce qui est vrai hein, aujourd'hui en fait. Le nombre de pays qui parlent le français dans le monde, finalement, c'est un territoire économique assez conséquent. Et donc, on avait cette mission de pouvoir réunir les régions, en tout cas les mêmes niveaux administratifs équivalents. Et donc, je suis partie d'un projet où on était la région Rhône-Alpes. Et en fait, à la fin, on avait 650 régions dans le monde qu'on a connectées grâce à ce travail. Et puis, qu'on a fait venir à Charbonnières. On a fait un grand événement pour accueillir les régions francophones du monde entier. Et on avait, ils avaient créé à l'époque une association qui existe encore, qui est une association internationale des régions francophones, et qui a tout un tas de programmes pédagogiques pour former les élus, les aider, etc. Donc cette organisation existe encore. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur des projets comme ça, des projets éphémères, des projets un petit peu particuliers, où il faut s'adapter à ce qui se passe, comme un peu là. Ouais, il faut s'adapter un peu. Voilà. Et puis, du coup, j'ai oublié ta question de départ. Comment t'en es venu à l'équipe des Lyonnes? Et donc, en fait, moi, j'ai observé pendant tout ce temps-là. Et en fait, pourquoi j'ai créé l'équipe des Lyonnes? Et donc, pourquoi après, j'ai dû changer totalement à nouveau mon logiciel. Moi, j'avais observé une chose qui m'avait beaucoup frappée pendant toute ma carrière professionnelle. J'ai souvent été aux côtés de grands décideurs, etc., dans des grandes salles où se prenaient des décisions importantes. Et puis, à cette faveur-là, j'avais remarqué un truc incroyable. À chaque fois que devant moi, on avait proposé à une femme de prendre une mission importante, d'être tête de liste, de ce que tu veux, elles avaient toutes dit « Oh, je ne sais pas si je serais capable. Et je vais réfléchir, voire pire, je vais demander à mon mari. » Ferme la parenthèse. Et tous les hommes avaient dit oui. Directement. Sans se poser de questions, quitte 3 jours plus tard à dire bah non, finalement, ça m'intéresse pas. Voilà. Et donc je m'étais dit, c'est quand même marrant. Alors, c'est pas une étude scientifique, loin de là, mais quand même, les statistiques, elles étaient importantes. Donc je me disais, c'est quand même marrant, on réagit toutes de la même manière. Donc il y a un biais, il y a quelque chose, quoi. Donc j'avais ça un peu dans ma tête. Et puis, en mars 2021, à l'époque, on parlait beaucoup de féminisme et on parlait beaucoup de féminisme de manière hyper radicale, vrai, ouais. Avec des happenings, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que pour moi ça a été un déclic, mais il y a eu un happening sur les Trocadéro le 8 mars 2021 où il y a un groupe de féministes radicales qui ont érigé un clitoris gonflable géant devant la Tour Eiffel en réponse à son symbole phallique. C'est bon, on l'a. Et là, moi, j'avoue que j'ai craqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Si en 2021, on n'a rien d'autre à dire que ça sur le sujet de la cause des femmes, en France, on est passé à côté de quelque chose d'important. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu honte. J'ai eu honte par rapport à ma mère, par rapport à ma grand-mère. Ma grand-mère qui n'a pas pu terminer l'école à cause de la guerre, qui n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Bon, voilà. Je suis spécialiste de la communication, donc je comprends que parfois... Il faut choquer un petit peu, il faut aller dans l'extrême, quoi.
Oui, sauf que là, à un moment, tu arrives à la limite où tu deviens, tu gadgetises ta cause, et surtout, moi, ce qui m'a affolée, c'est que tu crées les conséquences inverses de celles que tu veux gagner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, regarde, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas féministes ou qui se disent ouh là là. Qui rejettent ça un petit peu. Et on a le phénomène que moi je redoutais personnellement, hein, le balancier, et justement, maintenant, les droits des femmes, ça dégage. On voit, c'est d'une violence inouïe, et c'est d'une violence inouïe en Afghanistan dont personne ne parle. Moi, je suis horrifiée quand j'entends sur les réseaux des messieurs dire à propos des femmes en Afghanistan, on n'entend pas les féministes. Alors, pardon, hein, on est juste la moitié de l'humanité, on n'entend pas les hommes non plus. Enfin, c'est ignoble ce qui se passe. Enfin, je veux dire, on emmure des femmes vivantes en Afghanistan. Elles sont enfermées chez elles, elles n'ont pas le droit d'être à côté d'une fenêtre parce que la représentation de la femme serait sujet à une excitation sexuelle telle que, en fait, les hommes ne peuvent pas le supporter. Enfin, elles n'ont pas le droit de parler. C'est quand même incroyable. Elles n'ont plus aucun droit, ni d'aller à l'école, ni rien de ce que tu veux. Elles sont complètement, comment dirais-je, elles sont complètement livrées au sort de ce que leur père, leur frère ou leur mari décide pour elles. Je sais pas si t'imagines. Et la génération qu'on va faire, du coup, ça va faire quoi ? Enfin, c'est... Pourquoi tu penses qu'on n'en parle pas tant que ça ? Je pense que tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique à gérer l'Afghanistan et que c'était trop compliqué géopolitiquement. Donc, du coup, on laisse faire, quoi. C'est pas grave. Après tout, c'est que des femmes. Voilà. Mais je comprends pas plus la situation en Iran. On a des femmes quand même qui se battent parce que il y a une jeune femme qui est morte parce qu'elle avait une mèche de cheveux qui dépassait d'un voile. Enfin, est-ce qu'on se rend compte ? Donc on a des femmes en Iran qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour pouvoir juste se vêtir comme elles le souhaitent. On en est là aujourd'hui. C'est pas... L'Iran, dans les années 70, c'était un pays où les femmes, elles étaient en mini-jupe et elles pouvaient aller à l'université, à l'école, etc. Enfin, voilà où on en est. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu as ce phénomène de backlash partout. On sent bien, les droits des femmes, c'est ténu. Alors... c'est fragile, hein. C'est Simone de Beauvoir, on le dit tout le temps, qui disait il suffira d'une crise. Donc vous devrez, pour qu'on revienne sur les droits des femmes, vous devrez être vigilante toute votre vie durant. Oui, et ça, les femmes, elles ont du mal à se le rappeler, et elles ont du mal à parfois considérer qu'elles ont un rôle majeur à jouer dans la société, et c'est ça qu'on essaye de faire avec l'équipe d'Elion, et de remettre un petit peu les femmes aux manettes de leur vie. Tu t'es sentie féministe à partir de quel moment dans ta vie ? Moi, je me suis toujours sentie féministe. Je viens d'une famille où les femmes, elles avaient des idées, et elles étaient très, elles étaient très expressives. Moi, ma maman, elle m'a nourrie sur l'importance de l'émancipation et l'importance de l'indépendance économique. Fais des études, débrouille-toi, fais ce que tu veux, mais sois autonome financièrement, parce que l'autonomie financière, c'est les clés de la liberté. Et donc ça passe par de la culture générale, une bonne situation, être malin, trouver des solutions et jamais compter sur l'autre, même si bien sûr après tu construis ta vie de couple, etc. Mais avec cette notion d'indépendance. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de ta grand-mère qui avait arrêté l'école à cause de la guerre. Ouais. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta grand-mère ou... Je sais pas. Oui, non, mais moi, mes grands-parents corses, c'était ma vie. Ils sont malheureusement ils sont plus présents aujourd'hui, mais ils m'ont beaucoup marqué. Moi, toute mon enfance, j'allais en Corse. Tous les étés, j'allais en Corse. Je suivais mon grand-père dans le jardin. On descendait, on avait un jardin en Corse. T'as beaucoup de jardins, tu sais, en escalier, en étage. Et donc, on allait avec mes grands-parents, on courait après eux, quand on allait avec les paniers, et puis on passait 2 heures. Enfin, c'était l'enfer. Hein. Ça durait 3 heures, le jardin, on sait pas. Nous, on jouait, mais on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, eux, ils bossaient, mais nous, on s'en rendait pas compte. Ouais. Mais par contre, on revenait les bras chargés de paniers avec des pêches, des poires, des trucs incroyables. Et puis, toute cette tradition du bon sens, de l'écoute. Enfin, chez moi, il y avait des grandes tablées, il y avait toujours des grands débats. Et quand tu n'étais pas de la famille, tu pensais qu'on s'engueulait, mais en fait on s'engueulait pas. Les gens discutaient, mais il y avait une écoute. Ouais. Et encore une fois, on avait le droit de pas être d'accord, et personne partait fâché.
Donc ça m'a marqué. Et c'est vrai que ma grand-mère, qui elle voulait être institutrice et a pas pu aller à l'école parce qu'elle a été, voilà, il y a eu la guerre et c'était pas possible, voilà, tout simplement. Et donc ta vie s'arrête. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que je me disais, mais c'est fou. Tu sais, quand tu grandis et que toi, tu as des aspirations à 16 ans, 17 ans, on a plein de rêves. Et puis là, tu réalises que c'est pas possible. C'était pour les autres, c'était pas possible. Et c'était pas une option en fait. Et puis c'est comme ça. Et ta vie, en fait, on passe à la génération d'après parce que toi, ta vie finalement, elle comptait pas. Ouais, c'est vrai que c'est dur à vivre, surtout dans une époque très, comment on dit ça, très portée sur soi. Ouais. Et de se dire que c'est pas possible à cause des autres, on aurait du mal à le penser maintenant, quoi. Ouais. Et pourtant, ça arrive encore. On sent que la guerre n'a jamais été aussi proche de nous que depuis leur génération. En Afghanistan, comme on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Ça arrive. Et ça arrive aux portes de l'Europe avec l'Ukraine. Ouais. On l'a vu, on a été aussi saisis pour ça, parce que d'un seul coup, on s'est dit ah oui, mais en fait, on peut avoir une guerre à nos portes, c'est plus du tout la même chose. On se sent du coup beaucoup plus concernés que l'Iran ou l'Afghanistan, qui sont loin. On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop, c'est vrai. C'est une autre culture aussi. Donc tu crées l'équipe des Lions. Ouais. Tu crées l'équipe des Lions. Comment ça se passe le début de l'équipe des Lions pour le créer justement? T'avais quoi en tête? Alors en fait, j'avais vraiment cette réaction assez instinctive d'avoir vu ce happening là sur le 8 mars. Et là, je comprends pas. Je pensais à ma mère, je pensais à ma grand-mère et je me dis on a raté un truc. Et je réfléchis, je me dis mais finalement, aujourd'hui, en France, on n'est pas en Afghanistan, on a de la chance, beaucoup de chance. En France, les femmes, elles manquent de quoi? Si on est objectif. À l'aune de mes lunettes à moi, j'ai pas la science infuse et je donne de leçons à personne, c'est pas du tout le sujet. Mais je me dis, je réfléchis, je me dis, ok, autour de moi, c'est pas les compétences, parce que les compétences, on peut les avoir comme les garçons. On va à l'école, on fait exactement les mêmes études. Voire plus. Ouais. Moi, demain, je serai pas astronaute. Mais c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'il vaut mieux pas me confier les manettes d'une fusée. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas fait des études pour et c'est pas grave. Donc je me suis dit, c'est pas les compétences, mais pourtant, et là je me rappelle de ce que j'ai vu dans mon job, pourtant, quand on a la possibilité très souvent, on n'y va pas. On réfléchit, on hésite, on se pose des tas de questions. On se dit, mais pourquoi il me propose le poste à moi? Je suis pas sûre d'y arriver. Vous se posez des questions vertigineuses, vous les posez pas, vous dites oui, puis vous essayez, puis si ça marche, ça marche pas. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a vraiment un sujet. Donc les femmes autour de moi, elles manquent de quoi? Elles manquent de confiance en elles. Et puis voire pire, dans ma sphère personnelle, elles manquent d'estime d'elles-mêmes. Et quand tu as eu des traumatismes ou que tu as vécu des violences ou des choses un peu compliquées dans ta vie, l'estime de soi, elle est pas naturelle. Et quand t'as pas d'estime de toi, c'est beaucoup plus compliqué d'aller demander une augmentation de salaire ou de dire tiens, je vais ouvrir un commerce ou je vais monter un projet parce que je trouve ça génial. C'est pas vrai, c'est pas si simple. Et les injonctions, il faut oser, tout ça, blabla. Ok, d'accord, on va pas se mentir, c'est pas les injonctions qui font les projets. Donc je suis partie de ça. Je me suis dit, le deuxième truc, c'est quand elles ont à peu près confiance en elles ou qu'elles se disent qu'elles ont un début de confiance en elles, elles n'ont pas le réseau pour. Moi, j'avais pas le réseau quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et puis je me souviens à la fac, tout le monde disait il faut faire son réseau. Et moi, je me disais mais c'est quoi le réseau exactement? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a l'air un peu comme ça. Et surtout, on comprend pas à quoi ça sert. J'ai l'impression que le réseau, c'est pour vendre des trucs donc non, c'est un peu plus complexe que ça. Et puis le dernier élément, et c'est quasiment le plus important, les femmes, elles sont pas solidaires entre elles. Elles sont pas du tout solidaires entre elles. Elles sont solidaires avec leurs copines. C'est-à-dire qu'elles peuvent traverser la France de nuit sous la pluie pour aller aider leurs copines en difficulté. Par contre, dans le monde professionnel, c'est pas la même. Et ça, moi, je m'en suis aperçue très souvent dans ma carrière, même si c'est des femmes qui m'ont beaucoup aussi montré le chemin éclairé, mais c'est toujours des hommes qui m'ont fait passer la marche supérieure. C'est des hommes qui m'ont fait confiance et qui m'ont encouragée. Et pourquoi ça, tu penses ? Pour plein de raisons, parce que les femmes, je pense qu'elles sont parfois un peu dans la frustration, elles regardent beaucoup ce que les autres font et elles se comparent beaucoup. Et donc quand on se compare, généralement on se rend malheureux pour rien, parce qu'en plus on ne sait pas forcément pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Ouais. Donc voilà, c'était ces trois éléments clés.
Et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur ça. Et donc, à l'époque, attention, moi, à ce moment-là, je pense que ce sujet, cette version, cette philosophie du féminisme un peu positif, volontariste, non victimaire. J'insiste, les femmes ne sont pas victimes par essence, elles peuvent être victimes de violences, mais comme les hommes, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de. Voilà. Mais par contre, elles ne sont pas nées victimes, elles ne sont pas nées pour être des victimes. Donc, du coup, finalement, ce sujet-là, je me suis dit qu'il fallait l'adresser. Et donc, à ce moment-là, j'écris une tribune. J'écris une tribune en pensant que ça intéresserait personne. Et je la poste sur LinkedIn. Et là, je pensais que j'allais avoir 10 copines qui allaient gentiment me mettre un petit pouce. Et en fait, incroyable, j'ai reçu des centaines de messages de femmes que je connaissais pas. Et qui m'ont dit merci, enfin ça résonne, enfin une nouvelle lecture du féminisme et ça permet du coup ça a suscité des attentes et moi je me suis sentie une énorme responsabilité. Je me suis dit mais en fait je suis pas la seule à penser ce que je pense, mais du coup qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je me considère comme une femme d'action, c'est-à-dire que moi je suis pas une femme stratosphérique, tu vois les concepts de 8 heures. C'est pas mon truc. Le concept de 8 heures? Non, mais tu vois, les thèses, antithèses, synthèses. Trop long, ouais, non, toi tu fonces un peu plus. Ouais, moi je suis pragmatique comme fille, je suis pas élevée à un niveau stratosphérique qui fait que je vais rester 8 heures sur une pensée. C'est pas. Ouais, tu vas agir. Moi je suis plutôt dans l'action et dans le concret. J'aime bien que ce soit concret. Et je me suis beaucoup déculpabilisée en me rendant compte que, notamment en fréquentant le monde politique, que si je comprenais pas, c'est pas uniquement parce que j'étais blonde, c'est aussi parce que simplement il n'y avait rien à comprendre. Donc, tu vois, donc voilà, maintenant j'ai compris, maintenant je pose des questions quand je comprends pas. T'as pas peur de passer pour quelqu'un de bête, quoi. Non, parce que c'est pas le cas. Et en fait, souvent, quand tu reformules, tu te rends compte que celui qui a. Il a dit, il a voulu un peu t'embobiner, quoi. Ou il sait pas forcément ce qu'il raconte non plus, donc tu vois, un partout la balle au centre, on recommence, quoi. Et c'était quoi alors la première action concrète que tu as fait pour l'équipe d'Elion? La première action concrète, du coup, c'était la création du podcast. Création du podcast, ok, d'accord. C'était vraiment ça parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et puis, oui, c'est vrai, c'était c'est ça. Toute cette période. Donc, je fais la tribune, elle résonne. Je me dis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Je fais le podcast. Et puis là, ça fonctionne. Et là, ça a pris de l'ampleur. Et j'ai fait tout ce que je voulais pas faire. C'est venant quand même du milieu de l'administration publique où je vois passer des dossiers de subvention longueur de journée, etc. Je crée une association. Je dépose des statuts parce qu'en fait, tout le monde me dit mais c'est génial, ce qui se passe est incroyable et il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse des événements. Donc à la rentrée de 2021, je crée un premier événement. Et je vais voir la femme qui m'a accueillie dans le Dôme ici à l'Intercontinental et qui m'avait dit si vous avez besoin d'organiser un événement un jour, venez me voir. Et j'ai appris le pouvoir de quand tu poses une question, c'est très difficile de me dire non. Donc voilà, maintenant que j'ai découvert ça, depuis ça ne fait que se développer et c'est une aventure absolument incroyable. Et donc j'écris des événements, mais des événements où j'ai travaillé toujours ce sujet. D'abord, de ne pas reproduire des choses qui existent déjà. Ça ne m'intéresse pas, ça existe, c'est très bien fait par ailleurs, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, ok, les femmes, elles n'ont pas beaucoup de temps. Si on veut qu'elles progressent, qu'elles prennent plus de place dans l'espace public, dans le débat public, il faut qu'on soit efficace dans ce qu'on propose. Donc il faut que les événements, ils soient intéressants. 2, qu'elles apprennent des trucs, vraiment. Et 3, qu'elles repartent en ayant rencontré quelqu'un qu'elles n'auraient pas rencontré si elles n'étaient pas venues. D'accord. Et je ne sais pas pour toi, mais je pense que pour 95% des gens, il n'y a rien de pire que d'aller faire du réseau dans une soirée. Quand tu ne connais personne, c'est une tannée. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais rapide photographie des lieux, tu te rends compte que tu connais personne, et là tu te dis ça va être long ma soirée, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Ou alors tu connais quelqu'un et tu vas te précipiter sur cette personne, tu vas rester comme une glu. Et voilà, et à la fin, tu auras fait le tour de tous les dossiers avec la personne, mais au final, tu n'auras pas rencontré quelqu'un que tu ne connaissais pas. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur ça, et donc j'ai conçu ces événements sur cette notion de venir nourrir le débat public, qu'on disait tout à l'heure, venir nourrir la structuration de ta pensée, rencontrer des femmes, évidemment, mettre en avant et en valeur les talents féminins, leur donner des places d'expression, et puis finalement repartir avec des clés et avoir rencontré des gens avec qui tu as pu échanger et peut-être nouer des liens de proximité et peut-être des nouveaux projets. Quel conseil tu donnerais aux gens quand ils arrivent dans des réunions et qu'ils connaissent personne pour rencontrer du monde?
Alors d'abord, je pense qu'il faut pas faire ce genre de truc si on se prépare pas un minimum et si on se fixe pas des objectifs. Si tu te dis tiens j'y vais, je vais voir, il y a de grandes chances qu'il se passe rien. Ouais. Par contre, si tu te dis voilà, j'y vais parce que le sujet m'intéresse, le speaker ou la speakeuse m'intéresse. Donc si ça m'intéresse, il faut que j'aille lui parler. Ouais. Je me lance le défi, j'ai peur de parler. Ok, je dois aller lui dire un petit mot, même si c'est bête et même si ça va pas changer la face de la lune, c'est pas grave. Je dois aller lui faire un petit message. Et après, l'étape d'après, c'est de te dire ok, qui j'aurais besoin de rencontrer à cette soirée et qui j'ai vraiment envie de rencontrer et qui pourrait être assez incroyable. Et c'est déjà de se positionner dans cette posture et de se mettre dans une autre approche si on veut que ça marche. T'as créé combien d'événements comme ça? Tu les as comptés ou pas? Je les ai comptés récemment. Je crois que j'ai fait plus de 400 événements là depuis. 400 événements? Ouais. En moins de 5 ans? En moins de 5 ans, ouais. Eh ben bravo. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Surtout que c'est quelque chose que je fais bénévolement. Okay. Et donc, il me prend beaucoup de temps. Et donc, tu me posais la question de savoir comment j'en suis arrivée à créer mon activité. Précisément parce que l'équipe des Lyonnes a pris une ampleur vertigineuse, y compris dans ma vie, en premier lieu dans ma vie. Et en fait, chaque fois, on a passé des gaps. Aujourd'hui, on est 3500, donc on est évidemment majorité de femmes, mais on a aussi des hommes. On a beaucoup de DRH, on a beaucoup de plus en plus de décideurs qui viennent voir. On est quasiment à 900 adhérents à jour de cotisation, etc. Toutes nos activités sont bénévoles, mais par contre on fait payer les entrées à nos événements. Et donc finalement il a fallu accompagner ce développement qui s'est fait un peu à une vitesse à marche forcée, de manière un peu vertigineuse, parce qu'il fonctionne, parce qu'il crée des histoires absolument incroyables, parce qu'il permet à des femmes de ressortir du débat. Tu vois, je pense par exemple à une Nathalie Dupuis qui est une experte IA au niveau français aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, on l'avait accueillie. C'était la première fois, les toutes premières fois, elle prenait la parole. Donc nous, on l'a beaucoup encouragée, on l'a beaucoup valorisée parce que son expertise est dingue. Elle a fait des trucs extraordinaires. Voilà, c'est des femmes qui aujourd'hui ont une voix qui compte dans un secteur. Je sais pas, on a accueilli Gila Clara Kessous, qui est artiste mondiale pour l'UNESCO, qui a créé les accords pour les femmes, les accords d'Abraham pour les femmes, qui travaille sur la diplomatie féministe au niveau mondial. On a accueilli Florence Vergeot-Blackler, qui travaille sur la façon dont les réseaux fréristes font de l'entrisme et ont un poids sur les femmes, tu vois, entravent les femmes d'une certaine manière. On a accueilli Isabelle Vauglin, qui est astrophysicienne. Enfin, à Lyon, on a une astrophysicienne qui a travaillé sur des technologies qui aujourd'hui sont déployées sur les grands télescopes au Chili, en Arctique. Cette femme aujourd'hui, elle porte un projet pour qu'on aille inscrire les noms de femmes scientifiques célèbres sur la Tour Eiffel. Tu sais qu'à la Tour Eiffel, le premier étage est consacré aux personnages illustres, savants, chercheurs, hommes. Il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Forcément. Et donc, sur ce phallus. Sur ce phallus, évidemment. Voilà, quoi d'autre. Enfin, donc, voilà. Grâce à elle, on va y mettre au deuxième étage les noms des femmes. Bon, cet engagement à aller, parce qu'elle pourrait se dire j'ai autre chose à faire, tu vois, elle pourrait se dire moi ça va déjà, je m'occupe de trucs un peu importants. Non, elle s'engage et elle s'engage aussi pour aller chercher les jeunes femmes et les jeunes filles dans les lycées, pour leur dire de venir faire les carrières scientifiques. Ça fait partie des voies que moi je trouve formidable de donner un écho, de les mettre en valeur, parce qu'on a besoin de ça. Est-ce que tu savais qu'à Lyon on a une planétologue qui pilote le petit robot Perplexity qui est sur Mars? C'est pas vrai. Mais si. Elle s'appelle Cathy Quentin Nataf et elle est pareil, elle est à l'Université Lyon 1. C'est génial, cette femme, toutes les semaines, elle est dans l'équipe internationale donc, qui travaille avec la NASA. Et depuis Lyon, elle nous a même dit depuis sa chambre, puisque elle, avec le décalage horaire, elle travaille le soir à partir de 20h, donc souvent jusqu'à 2h, 3h du matin.
eh bien, chaque semaine, elle pilote à distance à 220 millions de kilomètres d'ici. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Nous, c'est ça qu'on fait. C'est mettre en valeur ces témoignages-là, mais aussi des témoignages de femmes qui sont peut-être plus confidentiels, qui ont des parcours peut-être moins illustres, mais qui sont tout autant importantes dans la société. Tu vois, je sais pas, une Claire Bleton qui a implanté le programme de l'année-lumière, qui aide les jeunes à trouver leur orientation professionnelle, donc en leur donnant une année de césure entre le lycée et la fac, où ils vont aller expérimenter des choses, où on les accompagne, on leur propose, on leur rouvre les portes de la société. Je sais pas, une Marie de Cognoux, tu as interviewé dans ton podcast, qui a créé Circle, en partant d'une expérimentation dans son jardin et en ayant envie de déployer ce vivant, tu vois, à l'échelle de tous. Elles ont toutes des parcours, en fait, quand tu commences à creuser cette question, elles ont des parcours incroyables. Et moi, j'ai envie de porter cette énergie pour montrer aux autres tout ce qu'elles peuvent faire, en fait. Faites ce que vous avez envie de faire, ne restez pas avec votre rêve dans votre salon et qui un jour va peut-être se transformer en frustration. Donc n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, on ne viendra pas vous chercher. C'est la grande nouvelle du jour. Tout le monde s'en fiche, mais on ne vient pas plus chercher les mecs, attention. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Donc voilà, nous on est là pour dire ok, vous avez des envies, des aspirations, nous on est là pour vous aider, on va vous tenir l'échelle, comme dit Valérie Poinceau, qui est très investie, très impliquée dans l'équipe des Lyonnes, nous on va vous tenir l'échelle et on va vous aider. Et la sororité, ça doit être une habitude. Les messieurs sont très forts pour être solidaires et aux bons endroits, hein, c'est pas négatif ce que je dis, hein, ils sont, je sais pas, quelqu'un qui est en poste va tout de suite penser à un jeune homme pour le remplacer s'il a une promotion, etc. Les femmes, elles vont pas forcément penser à une femme. Elles vont pas forcément la marrainer, la coopter, lui dire bah tiens, toi t'as du talent, je vais t'aider. Et peu importe, ça va prendre du temps peut-être, mais je vais t'accompagner sur ton chemin à toi. Ok. Là, dernièrement, tu as créé l'Académie des Lyonnes, en complément de l'équipe des Lyonnes. Ouais. C'est quoi en fait c'est quoi l'Académie des Lyonnes ? L'Académie des Lyonnes, l'idée c'est de proposer un service supplémentaire aux femmes. Parce que moi je me suis aperçue en faisant 4 ans d'équipe des Lyonnes, en côtoyant toutes ces femmes, tous ces parcours, tous ces témoignages. Il y a des choses, les femmes m'ont témoigné des choses très fortes sur leur parcours personnel et professionnel, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, et des bouleversements finalement que l'équipe des Lyonnes a pu apporter dans leur vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses qu'on pouvait changer avec de la formation, mais de la formation, encore une fois, pas de compétences. Aujourd'hui, des formations sur les compétences, il y en a partout. Tout le monde peut y accéder. En revanche, les femmes, elles ont des problématiques souvent de posture, c'est-à-dire comment je fais pour passer à l'étape supérieure, comment je fais pour prendre la taille du costume du dessus. Et ça, on ne te l'explique pas. Ça, c'est des choses que tu vis, que tu apprends sur le terrain. Et moi, j'ai envie de leur faire gagner du temps. Donc j'ai conçu ces programmes un peu comme une expérience pour te transformer et t'aider à aller passer cette espèce de plafond de verre aussi, dont on a du mal à cerner les contours, mais qui nous permet de passer à l'étape d'après. Et puis le deuxième enjeu avec l'Académie des Lyonnes, ce que je voulais faire, c'était, on revient sur cette notion du débat public, mais c'est ce que j'appelle les briefings. Il y a beaucoup de sujets où les femmes se tiennent à l'écart parce qu'elles ne les connaissent pas. Et on sait que dans le milieu de l'entreprise, il y a beaucoup de décisions informelles qui se prennent à la marge de la réunion, avant, après, à la pause café, à la pause déjeuner, etc. Et c'est là où on va discuter avec son patron ou sa patronne, et puis on va un petit peu esquisser les gens qui ont du potentiel. Et les femmes, à ce moment-là, souvent, elles sont en retrait des conversations parce qu'elles n'ont pas toujours le bon sujet ou elles n'ont pas la connaissance sur le sujet. Donc moi j'ai eu envie d'explorer ça et de leur dire bah voilà, on va vous proposer des formats très courts, 2h30, ça s'appelle des briefings. Je les ai conçus sur la base de mon expérience professionnelle, c'est les briefings Premier ministre. Alors je sais que les premiers ministres n'ont pas forcément le vent en poupe en ce moment, mais quoi qu'il en soit, la mécanique, la méthodologie est la même. C'est de se dire, ok, en très peu de temps, comment on fait de toi une personne qui peut parler d'un sujet sans en être expert. Donc, on revient sur les journalistes, on revient sur tout un tas de métiers. Comment, avec un profil généraliste, je suis armée pour parler d'un autre sujet. Je prends un exemple très concret sur Lyon qui va te parler. On a beaucoup parlé de la place de l'art dans l'espace public, notamment, par exemple, sur la place Bellecour, mais pas que.
tout le monde, finalement, ce débat s'est transformé en pour ou contre, moche ou beau. Ouais. Mais en fait, personne s'est interrogé sur l'essentiel. Est-ce que l'art a sa place dans l'espace public ? Quelle place il doit avoir ? Comment on fait ses choix ? Comment on décide de ce qui ce qui appartient à l'espace public ? Et en fait, on s'est intéressé à ce sujet-là. Donc typiquement, on a fait un briefing sur ça, sur la place de l'art dans l'espace public, et on est allé interroger une experte de ces sujets pour pouvoir en parler sans être dans la confrontation binaire de j'aime, j'aime pas, mais avec une construction un petit peu de culture générale qui te permet de l'appréhender. Et on le fait sur l'IA, et on le fait sur l'égalité professionnelle, et on va le faire sur les institutions publiques, tu vois. Donc c'est toujours cette notion. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est j'ai envie de partager, de transmettre et de partager le savoir, ce que moi j'ai pu observer et faire gagner du temps aux femmes. Ouais. Comment tu nourris ton énergie et tes idées ? Ça, c'est le plus dur. Je sais pas, parce que moi, j'ai jamais trop compris comment me venait cette énergie. On repart sur le podcast et sur les interviews. Moi, je suis toujours très étonnée parce que quand je sors des podcasts que j'enregistre sur Café des Lyonnes, j'ai une énergie de dingue. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me nourris de ce que les gens me livrent. Mais parce que j'ai réalisé, comme je suis pas journaliste à la base, j'avais peut-être pas la bonne méthodologie, mais en fait, moi, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais en fait, j'écoute ce que les gens me disent. Et tu sais, souvent dans les émissions, non mais tu sais, dans les émissions, après il faut aller vite, c'est sur plein de raisons, mais genre, dans les émissions, quand tu les vois faire, souvent, ils sont tellement en train d'anticiper la question d'après par rapport à leur chrono, qu'en fait, ils écoutent même pas la réponse de la personne. Et ça, c'est terrible parce que ça crée une distance assez forte. Et, c'est jamais hyper intéressant à écouter en plus. C'est trop rapide, il n'y a rien qui est dit. Rien. Ouais. Mais en fait, moi, souvent, c'est pas souvent, mais les femmes me le disent après les Cafés des Lyonnes, elles me disent mais c'est incroyable, j'ai pas eu le temps passer, c'était génial. Mais parce qu'en fait, quand tu t'intéresses vraiment à ce que l'autre est en train de te livrer, finalement, tu nourris ta propre machine intellectuelle et puis tu pars sur d'autres choses. Donc moi, je suis un peu comme le sachet de thé, j'infuse. Je prends beaucoup, je laisse reposer et après, j'essaye quand même de m'économiser parce que je me rends compte qu'il faut apprendre à l'apprivoiser, cette énergie, si on veut tenir dans la durée. Ok. Ouais. C'est ça. Enfin, c'est des gens qui te l'ont dit ça ou c'est toi qui t'en es rendu compte ? Bah oui, je me rends compte comme tout le monde. Parce qu'on me dit oh là, cette énergie, non mais les journées ne font que 24 heures, je le confirme, j'en ai pas trouvé une 25e encore. Ouais. Et quand tu manques de sommeil, ça se passe quand même moins bien. Ouais, c'est sûr. Et puis après, c'est ce que tu disais, comment on fait pour trouver des espaces de respiration, comment on fait parce que on a besoin de pause, on a besoin de moments pour soi, et c'est en fait cette sursollicitation du téléphone, des notifications, c'est un cauchemar, je pense, pour tout le monde, mais je pense qu'on va rapidement y revenir parce que on va se rendre compte des limites de ce système. Ok. J'ai écrit à Marie tout à l'heure, Marie de Conillou, et je lui ai demandé si elle avait une question à te poser. Et elle m'a dit comment on pourrait t'aider, toi ? Parce que tu ne demandes jamais de l'aide, apparemment. Et tu fais beaucoup de choses. Et comment on pourrait t'aider dans tes projets ? C'est une bonne question. Comment on peut m'aider dans mes projets ? En fait, il faut parler de l'équipe des Lyonnes. Ça c'est vraiment le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire de voir que ça fonctionne et que ça marche. Et surtout, être solidaire entre vous, les filles. Parce que c'est vraiment pas le cas. Et parfois à des endroits qu'on n'attend pas. Et ça, c'est toujours très déceptif. Moi, je crois vraiment que la sororité, c'est la clé, c'est-à-dire non pas dans une lecture exclusive des hommes, c'est pas du tout le sujet, tu auras compris, mais je crois vraiment que les femmes, elles ont un rôle indispensable et incontournable à jouer dans l'espace public, dans le débat public, et qu'elles arriveront à le faire que si elles sont très solidaires. Et il y a un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est les Obama Girls. Non, je connais pas. Et j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté de ça, c'est génial. Les femmes qui ont travaillé dans la première administration d'Obama aux États-Unis, quand ils sont arrivés tout feu tout flamme, l'élection, etc., c'était génial, ils allaient changer le monde, et puis on a vu que non. Comme tout le monde, c'est plus compliqué que ça. Mais néanmoins, quand ils sont arrivés, les femmes se sont dit c'est super, c'est une nouvelle ère, on va enfin avoir voix au chapitre. Et puis en fait très vite elles se sont rendues compte que comme partout, non, en fait c'était plus difficile. En réunion, quand une femme émettait une idée un peu sympa,
personne n'avait l'air de trouver ça formidable. Et le coup d'après, quand c'était un mec qui en parlait et s'appropriait l'idée, tout le monde disait « Ah oui, très bonne idée, Robin, c'était fantastique ». Donc elles se sont réunies, elles se sont dit « Mais il faut qu'on change ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire entre femmes, mode action ?» Et elles se sont dit dorénavant, nous serons solidaires entre nous, c'est-à-dire que on va appliquer le principe de se venir en aide. Et donc, dès que Marie en réunion prendra la parole, eh bien, moi, je viendrai tout de suite dire après, très bonne idée, l'idée de Marie, pour ancrer que c'est l'idée de Marie et pas l'idée de Robin, et que l'idée était bonne. Et en fait, la troisième personne va faire la même chose et la quatrième, etc. Donc, on va être solidaires de nos prises de parole, même si on les partage pas toujours et même si on n'est pas 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ok, intéressant. Tu vois, c'est une façon, je crois, c'est original. Ouais, mais juste de prendre, un réflexe en fait. Oui. De montrer. Ouais, ok, je vois le délire. Mais il y a un élément très marrant qui se produit dans nos événements, c'est que parfois, quand on fait des cafés-débats où il y a une audience quasiment que féminine, ça m'est arrivé plusieurs fois où il y avait un homme dans la salle et ils ont tous toujours eu le même réflexe. Ils ont dit, parce que nous on leur demande comment ça va, et ils ont tous dit, c'est la première fois que je réalise ce que ça fait dans une assemblée où je suis le seul représentant de mon genre. Et finalement, ça fait son chemin. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est important. J'imagine. J'ai quelques dernières questions. Ouais. Tu te vois où dans 5 ou 10 ans ? Je me vois où ? Je sais pas, j'ai jamais pu répondre à cette question dans ma carrière professionnelle, mais en tous les cas, je sais que je serai forcément à l'endroit de l'égalité femmes-hommes et à l'endroit du débat public. Okay. Parce que ça rentre trop en résonance en moi. Et il y a encore du chemin à parcourir et j'ai vraiment envie de compter dans ce chemin. Ok. Tu penses que c'est quoi le fil rouge de toute ta carrière depuis le début un peu, jusqu'à maintenant ? Valoriser les autres et valoriser les talents des autres. Ok. J'ai 3 dernières questions. Donc on va parler du paysage de façon figurée, géographique. On peut avoir un peu toutes les sens qu'on veut dire. Quel serait le paysage que tu aimerais redécouvrir ? Probablement les Everglades en Floride. Ok. Pourquoi J'adore cette sensation. J'ai eu l'occasion de le faire de façon incroyable avec un prof d'université de la FIU, de la Florida International University, en kayak dans les mangroves. Avec les crocodiles et tout. Alors oui, on en a vu quelques-uns, mais pas trop. Enfin, heureusement pas trop, mais si quand même. Mais c'est surtout que cette espèce de plongée comme ça dans la nature, avec ce côté primitif de la nature, comme ce que j'ai vécu au Costa Rica, c'est des choses inoubliables. Quel paysage t'aimerais découvrir ? L'Islande. Islande. Ouais, j'avoue que ça m'intrigue. Alors j'y vais pas trop. Enfin, d'emblée pour moi c'est le froid, donc pour une Corse, tu vois, j'ai une petite réticence. Mais j'avoue que j'ai un de mes amis qui m'en a beaucoup parlé et ce côté, j'aime bien moi les endroits sauvages en fait. J'aime bien quand la nature elle est là et je fais bien la distinction entre la ville et la nature justement. Je crois qu'on peut pas tout demander. On peut pas retrouver la nature originale en ville et la ville à la nature. Ça marche pas. Il faut accepter que. C'est difficile. Ouais, c'est ça. Et quel paysage t'aimerais faire découvrir absolument aux gens ? Oh, il y en a tellement, en fait. Notre planète, elle est tellement incroyable. Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. J'adore ça. C'est inouï. C'est inouï. Je sais pas, moi, le cœur rouge australien, c'est des sensations. Mais Petra en Jordanie. J'aime bien quand il y a un rapport entre l'homme et le paysage. Et le site de Petra en Jordanie, tu as physiquement un passage très étroit avant d'arriver à cette cité qui a été construite il y a 2000 ans dans le désert, dans la roche, et elle est intacte. Il y a encore les ustensiles des gens. Enfin, c'est des choses, moi, ça me donne le vertige. Okay.
Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais Alors sur le site internet de l'équipedeslyonnes.fr, sur LinkedIn, en fait en vrai c'est vraiment, si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous le faites exprès, parce qu'on a déployé des trésors d'ingéniosité, on est sur tous les réseaux, donc normalement on doit nous retrouver très facilement à l'équipe des Lyonnes et à l'Académie des Lyonnes. Et sur LinkedIn aussi, j'ai vu que Et sur tu étais très... LinkedIn, Okay. ouais. Bon, bah, merci Alexandra, c'était très Merci Robin, beaucoup. merci beaucoup et bravo. Moi je voulais surtout saluer ton initiative que j'ai adorée, celle d'un citoyen qui s'engage et qui fait sa part, simplement parce que c'est plein de bon sens et que c'est fait pour les autres et pour le bien-être des autres. Donc moi je te félicite et j'ai adoré ton initiative et c'est pour ça que précisément je t'ai répondu oui sans hésiter. Tu as vu sur ton invitation à ce podcast et je lui souhaite longue vie à ce podcast et je te souhaite en tous les cas d'y éprouver le même plaisir que celui que je rencontre moi en découvrant ces parcours de femmes dans le Café des Lyonnes. Donc bravo à ton initiative. Merci. Merci, ça me touche. C'est très gentil, merci. J'en prie.